Bienvenue à ce webinaire sur la formation hybride. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour aborder ce sujet. Voici le plan de la présentation. D'abord, en quoi ça consiste la formation hybride? Je pense que c'est un bon point de départ de parler de ce que c'est avant de parler du comment et du pourquoi. Ensuite, on va parler des avantages de la formation hybride et de certains défis liés à la formation hybride. Ensuite, on va aborder certains modèles d'hybridation de cours qui vont peut-être pouvoir vous servir d'inspiration sur pourquoi ça peut être intéressant de faire des cours hybrides, dans quel type d'intention ou de besoin et de quelle façon on peut s'y prendre. On va ensuite aborder la scénarisation d'un cours hybride. Ça va être un survol, mais ça va quand même nous donner une idée de la démarche. Et une conclusion sur le sujet de l'importance de bien communiquer l'horaire, puisque comme on va le voir, l'horaire d'un cours hybride varie d'une semaine à l'autre. Alors, c'est très important que les étudiants sachent à quoi s'en tenir. Sans plus tarder, allons-y avec en quoi consiste la formation hybride. La formation hybride à l'Université Laval, on la définit comme une combinaison d'activités de formation en présence et d'activités de formation à distance, et ce, dans une proportion variable. Alors, je vais vous présenter une représentation d'un exemple possible d'un cours hybride de base relativement simple. Alors, je fais apparaître ici une ligne du temps qui représente la première partie de la session. On ne défilera pas la session au complet pour ce premier exemple. Et c'est la combinaison, ou en fait l'alternance entre des séances en présence et des séances à distance. Donc, pour la première semaine de cours, la séance va se dérouler en présence pour l'ensemble des personnes. À la deuxième semaine, ça va être à distance. Troisième semaine, on a une autre séance à distance. Et à la quatrième aussi, on est à distance. Cinquième semaine, on a un retour en présence. Et à la sixième semaine, on est à distance. Alors, on pourrait défiler le déroulement de la session sur les 15 semaines comme ça pour voir quelle est l'alternance entre des moments de formation en présence et des moments de formation à distance. Donc, dans la définition, il y a cette idée de en proportion variable. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis à partir de quelle proportion on commence vraiment à parler d'un cours hybride? Parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire, j'ai un cours en présentiel, je voudrais faire une séance à distance, puis le reste de mon cours demeurera en présentiel. Est-ce que c'est suffisant pour parler d'un cours hybride? On a établi un seuil à l'Université Laval, celui que l'on considère, c'est le seuil du 20 %. Donc, je vous fais apparaître ici le déroulement de 15 semaines de cours. Et là, on a un exemple qui franchit le fameux seuil du 20 %. Alors, 20 %, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 3 séances sur 15 qui sont à distance. À partir du moment où on a 3 séances à distance dans un cours, là, on parle vraiment d'un cours hybride. Et dans ce cas-ci, on voit que ça apparaît à la semaine 2, 7 et 10, où il y a des séances qui sont à distance, insérées à l'intérieur d'une séquence où il y a une majorité quand même de séances qui sont en présence. Bien évidemment, on parle de proportions variables. Alors, ça, c'est le seuil pour dire à partir de 3 séances, on est en hybride, mais il pourrait y en avoir plus de séances à distance dans un même cours hybride. Maintenant, je pense que c'est important aussi de clarifier de quelle formule d'enseignement on parle, parce qu'on a plusieurs formules d'enseignement à l'Université Laval pour la mise à l'horaire des cours. Et parmi ces formules-là, il y en a quelques-unes qui combinent plus qu'une modalité de formation, donc soit de la présence, de la distance, synchrone ou asynchrone. Alors, on va y aller un peu par élimination. Je vais d'abord vous parler de la formule d'enseignement comodale qui a fait l'objet d'un webinaire il y a 2 semaines. Alors, en comodal, oui, c'est une forme d'hybridation, mais ce n'est pas celle dont on parle aujourd'hui parce qu'en comodal, on n'est pas dans l'alternance entre les modalités, on est dans l'offre de toutes les modalités à chaque séance et c'est au choix de l'étudiante ou de l'étudiant de participer en présence, à distance synchrone ou en différé, en mode asynchrone. Alors, ce n'est pas la forme de formation hybride dont on parle aujourd'hui. On a aussi une formule d'enseignement qui s'appelle le cours à distance hybride, où là aussi, on a une combinaison de modalités, mais ce sont des modalités à distance. C'est composé en proportions variables, encore une fois, mais de séances à distance soit synchrones, soit asynchrones. Il n'y a pas de séance en présence dans cette formule-là. Donc, on peut parler d'une certaine forme d'hybridation, mais ce n'est pas la formation hybride dont il est question cet après-midi. Finalement, celle qui nous reste, c'est la formule de cours en présentiel hybride. Et là, on est vraiment dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, un cours qui est composé en proportion variable de séances en classe, donc en présence, et de séances à distance. On dit en classe, mais ça pourrait être en labo, ça pourrait être des séances sur le terrain. L'idée, c'est qu'on est en présence physique ensemble, l'enseignant et les étudiants.
Et pour les séances à distance, elles peuvent être synchrones ou asynchrones. Ça peut être un mélange des deux ou ça pourrait toujours être la même modalité. Ça, c'est vraiment au choix selon la conception pédagogique. Alors, c'est la formule dont il est question cet après-midi pour bien clarifier les choses. Je vais maintenant vous parler des avantages de la formation hybride. Le premier avantage, puis peut-être le plus évident, c'est qu'on combine en fait les avantages de chaque modalité puisqu'on a le choix d'aller à chaque semaine puiser dans des activités en présence ou des activités à distance synchrone ou des activités à distance asynchrone. Alors, à chaque semaine, en quelque sorte, on va avoir la possibilité de choisir ce qui convient le mieux en fonction du contexte particulier des apprentissages qu'il y a à faire cette semaine-là, puis en fonction d'un paquet d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte dans la décision. Mais on n'est pas lié à se maintenir toujours dans un même choix de modalité. On peut les déterminer vraiment selon les spécificités de chacune des séances. Ensuite de ça, on observe tant dans la littérature que dans des données internes qu'on a à l'Université Laval que les taux de réussite sont un peu meilleurs avec la formation hybride si on compare à la formation en présentiel. C'est aussi d'offrir davantage de flexibilité aux étudiantes et aux étudiants d'offrir de la formation hybride. Parce que dès lors que l'on substitue des séances en présence pour des séances à distance, on permet aux étudiants, on leur donne plus de choix au fond. Si c'est à distance synchrone, ben, on enlève des temps de déplacement. Donc, déjà, il y a un avantage au niveau du temps, mais il y a un avantage au niveau du lieu aussi. L'étudiante ou l'étudiant a le choix de l'endroit où il ou elle va suivre son cours. Et à plus forte raison, si c'est une séance à distance en mode asynchrone, ben là, on a une bien plus grande liberté de temps. L'étudiant ou l'étudiante peut faire les activités à son rythme au moment de son choix dans la semaine. Évidemment, tous ces avantages-là, bien, ça se traduit, ça se répercute sur la satisfaction des étudiantes et des étudiants. Un autre avantage qui peut être un avantage perçu pour certaines personnes enseignantes, c'est que comme il ne s'agit pas d'un cours réputé à distance, on n'a pas d'obligation d'organiser des évaluations à distance. Alors, vous n'avez pas à gérer la logistique que des examens puissent être rendus disponibles pour être faits par des étudiants dans des centres d'examen à distance. Vous n'avez pas à prévoir des examens ou d'autres types d'évaluations qui peuvent se réaliser à distance, puisque vous déterminez pour chaque séance quelles sont les modalités ou quelle est la modalité. Bien, vous pouvez déterminer qu'à chaque fois qu'il va y avoir de l'évaluation sommative, ça va se passer en présence. Un autre avantage perçu pour plusieurs personnes enseignantes, c'est que si on choisit d'avoir des activités en classe virtuelle, on n'aura pas l'obligation de les enregistrer parce que la modalité ou les modalités sont vraiment au choix de la personne enseignante. Alors, quand on a toutes sortes de raisons de préférer ne pas enregistrer les séances, bien, dans la formule présentielle hybride, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Je vais maintenant aborder les défis de la formation hybride. Un premier défi, c'est celui de scénariser le cours. Comme il va y avoir des séances en présence et des séances à distance, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces séances-là, que ce soit un passage harmonieux d'une modalité à l'autre, pour pas que les étudiants ou les étudiantes aient un peu l'impression de se retrouver dans deux demi-cours qui sont liés parce qu'ils abordent le même thème, mais qui ne sont pas vraiment très bien intégrés l'un avec l'autre. C'est aussi dans la scénarisation toute l'idée de faire des bons choix de formules pédagogiques ou de méthodes pédagogiques pour chacune des séances et de la bonne modalité pour implanter ces différentes méthodes-là. Un autre défi, c'est de bien organiser le site du cours et ce, particulièrement pour les séances qui vont se dérouler à distance, que l'information soit claire, soit bien structurée, qu'elle soit complète, que vos consignes fassent en sorte que les étudiants ne se posent pas plein de questions pour savoir est-ce que c'est en présence, est-ce que c'est à distance cette semaine, si c'est à distance, qu'est-ce que j'ai à faire pour participer, où sont les liens de connexion, si c'est synchrone, est-ce qu'il va y avoir un enregistrement ou non. Plus c'est bien organisé, moins vous allez vous faire poser de questions à la pièce et plus ça va être sécurisant et pour les étudiantes et les étudiants, mais et pour vous aussi. Ensuite, il y a le défi de communiquer l'horaire clairement. Dans un cours en présentiel ou dans un cours qui est complètement à distance, synchrone ou asynchrone, il y a une régularité. À chaque semaine, c'est un peu le même modèle qui se répète. Par exemple, dans un cours en présentiel, ça va être le même horaire, le même local. Alors, ce n'est pas trop mélangeant. D'une semaine à l'autre, on répète un peu la même chose. Dans un cours en présentiel hybride, à chaque semaine, ça pourrait changer. Il peut y avoir quelques semaines où ça va suivre, puis oups, il y a un autre changement après. Alors, comme ça peut être très, très variable, ça va être vraiment important d'avoir une communication de l'horaire qui est la plus claire possible. Finalement, un défi qui est vraiment pour la portion à distance, c'est que
entre des séances en présence si vous avez plusieurs séances à distance. Et particulièrement si elles sont en mode asynchrone, en tout ou en partie, ça va être important d'assurer un encadrement et une animation qui sont tout aussi efficaces, que les étudiantes et les étudiants sentent votre présence, que vous êtes disponible pour continuer de les accompagner dans leurs apprentissages, même si vous ne vous rencontrez pas physiquement. Ça peut se faire de toutes sortes de façons, mais l'idée, c'est que les étudiantes et les étudiants ne sentent pas qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes pendant ces séances-là où tout se passe à distance. Je suis maintenant rendu à vous parler de quelques modèles d'hybridation. On a identifié, c'est ça, on a en quelque sorte identifié 3 modèles qui peuvent être combinés. Vous pourriez choisir un seul de ces modèles-là dans un cours hybride et l'appliquer, ou vous pourriez en combiner 2 ou 3 selon les besoins que vous avez, mais on va les aborder séparément. Le premier, on va l'appeler présence pour activité ciblée. Alors, c'est une façon de qualifier les moments où ça va se passer en présence par rapport au moment où ça va se passer à distance. Ensuite, on a un cas particulier de la présence pour activité ciblée qui, au lieu d'être distribué dans la session, va être concentré autour de certains moments qui vont durer plus longtemps. Donc, par exemple, une présence intensive qui va durer quelques jours dans la session. Mais évidemment, si on fait ça, il va falloir alléger ce qu'il y a à faire dans les autres semaines de la session pour ne pas se retrouver avec un cours qui demande beaucoup plus de travail globalement que sa valeur, si on veut, en crédit. Et notre troisième modèle, c'est ce qu'on va appeler la rotation de sous-groupe. Je vais avoir quelques diapos pour vous présenter chacun de ces modèles-là avec des exemples. On va commencer avec la présence pour activité ciblée. Et ça, c'est vraiment le modèle classique du cours hybride. La première image que je vous ai présentée où il y a une alternance de séances en présence et de séances à distance, c'est ça le modèle de présence pour activité ciblée. Alors, si on veut une description peut-être un petit peu plus formelle, il va y avoir de la présence physique obligatoire pour certaines séances, dont les activités soit doivent se tenir en présence, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de réaliser les activités que si on est présent, ou elles ont avantage à se tenir en présence parce que même si ça pourrait se faire à distance, on va aller chercher une meilleure dynamique, par exemple, en le faisant en présence, ou on va avoir d'autres avantages à le faire en présence, ce qui fait que ça vaut la peine de faire déplacer les étudiantes et les étudiants. Et ce modèle-là, ça répond à un certain nombre de besoins ou d'intentions pédagogiques. Qu'est-ce qui peut nous mener à choisir ce modèle-là? D'abord, si on a des apprentissages qui sont plus expérientiels, des ateliers, des laboratoires où il faut manipuler de l'équipement de laboratoire qui est à un endroit physique, certains types d'exercices qui doivent se faire en présence, l'observation de certains phénomènes, il faut être là où le phénomène se produit pour pouvoir l'observer, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir les activités où là, on est plus dans la présence, pas absolument nécessaire pour réaliser l'activité, mais où il y a quand même une valeur ajoutée à être en présence. Et là, on est beaucoup autour de méthodes pédagogiques qui sont basées sur la collaboration et la discussion, par exemple. Et un exemple de ça, ce serait la méthode de la classe inversée. C'est une méthode qui peut se réaliser complètement en présentiel. On demande aux étudiants de faire des activités préparatoires avant de se présenter en classe. Et en classe, là, on est vraiment dans de la pédagogie active, collaborative, participative. Mais s'il y a beaucoup d'activités préparatoires à faire, bien, ça peut valoir la peine de dédier une séance à distance asynchrone entière à la préparation avant d'arriver en classe en présence pour faire ces activités-là qui sont plus participatives. Je vous présente un premier exemple du modèle de présence pour activité ciblée. Je vous fais apparaître la ligne du temps du déroulement des 15 semaines d'une session. C'est le même exemple que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, où on est au seuil minimal. On a 3 séances à distance à l'intérieur d'une session de 15 semaines. Donc, ça nous fait 12, si on fait le décompte, là, ça nous fait 12 séances qui vont se dérouler en présence. En haut de la ligne du temps, je vais vous décrire un peu plus celle qui se déroule à distance et en bas de la ligne du temps, un peu plus celle qui se déroule en présence. Et ce que j'ai imaginé ici, c'est une enseignante qui choisit d'utiliser une méthode pédagogique qui est collaborative, qui est l'apprentissage par problème. Alors, à la séance 1, on est en présence. Il y a tout ce qu'on fait habituellement au premier cours, la présentation du cours, et il va y avoir la présentation aux étudiantes et aux étudiants de ce que c'est que la méthode d'apprentissage par problème. En quoi ça consiste, quels sont leurs rôles et responsabilités, en quoi c'est différent de ce à quoi ils sont peut-être habitués, puis peut-être commencer à faire un peu des exercices d'appropriation. À la deuxième semaine, on est à distance en mode asynchrone. On va avoir préparé toutes sortes d'activités que les étudiantes et les étudiants doivent faire pour être vraiment fin prêts pour se lancer dans de l'apprentissage par problème aux séances suivantes.
Et les 4 séances suivantes sont en présentiel. Ce sont des séances d'apprentissage par problème. Alors, il y a toute une séquence dans cette méthode-là où il y a beaucoup d'échanges entre les étudiants, mais ils ont de la préparation à faire entre les séances aussi, mais qui fait partie de leur devoir habituel. On n'a pas à mettre à chaque fois qu'une séance d'APP, une séance préparatoire avant. Ça fait partie des devoirs et de la préparation normale qu'on a à faire pour un cours. Ensuite, à la semaine 7, si je n'ai pas perdu le compte, il va y avoir une séance en classe virtuelle qui va être l'occasion de faire une synthèse de tous les apprentissages qui ont été réalisés dans les semaines précédentes, puis de s'assurer que tout ça est bien intégré ensemble pour bien préparer les étudiants à la semaine suivante à faire un examen écrit. Puis si on poursuit dans cet exemple-là d'apprentissage par problème, l'examen, ça pourrait être justement de soumettre aux étudiants des problèmes un peu de même nature que ce qu'ils ont eu à résoudre en équipe, mais cette fois-là, ils vont avoir à le faire de façon individuelle et en revenant sur les acquis qu'ils ont fait dans les semaines précédentes. Donc, l'examen écrit prend aussi une dimension un peu de tâche authentique. La semaine suivante, on revient en séance d'APP. Et 2 semaines plus tard, après s'être donné le temps de corriger, on fait une séance en classe virtuelle qui va être l'occasion de faire un retour sur l'examen, ce qui a été bien compris, mais ce qui a peut-être été moins bien compris, puis qui mérite qu'on fasse un retour sur la matière, répondre aux questions des étudiantes et des étudiants aussi par rapport à ça. Et en deuxième partie de cette séance-là en classe virtuelle, ce serait l'occasion de présenter les consignes du travail de session qui va être à remettre d'ici la fin de la session, puis de répondre aux questions des étudiants sur ce travail. Dans les 4 semaines suivantes, on revient en présentiel pour des séances d'apprentissage par problème et on termine la session avec un examen final. Donc, ça, c'est un exemple, quelque chose d'assez assez facile à comprendre, assez classique. J'ai un autre exemple à vous présenter où il va y avoir une répartition un peu plus égale. On va être proche du 50 à distance, 50 en présence dans cet exemple-là. Ça commence au début de la session avec la présentation du cours en présence et une familiarisation avec le laboratoire et les équipements de laboratoire qui vont être utilisés à plusieurs reprises pendant le reste de la session. Pour les 3 semaines suivantes, on va être en classe virtuelle. Alors, ça peut être pour faire de l'enseignement magistral interactif qui va être ponctué peut-être d'activités en équipe dans des salles d'équipe virtuelles. Donc, il y a une certaine régularité pendant 3 semaines. On est en classe virtuelle avec à peu près les mêmes méthodes. Et ensuite, on va passer 2 semaines consécutives en présence dans un laboratoire. Donc, la présence, elle est requise par le fait qu'on doit équiper, voyons, par le fait qu'on doit utiliser, pardon, les équipements de laboratoire, oui. Ensuite de ça, il va y avoir un examen maison à faire en mode asynchrone. Alors, un examen qui a été bâti pour que les étudiants aient quelques jours pour y répondre avant de le déposer dans le site du cours. Par la suite, retour en laboratoire. Ensuite, 2 semaines de classe virtuelle où on reprend un peu la même formule, la même façon d'animer les séances. On va avoir 3 autres séances consécutives en laboratoire, en présence. Et ensuite, on revient à distance pour une dernière classe virtuelle avant la dernière séance en présence pour l'examen final. Alors, il y a toutes sortes d'autres permutations qu'on pourrait faire, mais je voulais simplement vous montrer 2 exemples avec des approches pédagogiques un peu différentes qui peuvent justifier le recours parfois à être en classe, parfois à être en ligne, soit synchrone ou asynchrone. Maintenant, le modèle de présence intensive qui ressemble à ce modèle précédent, à la différence que la présence obligatoire va être concentrée sur une période intensive, donc par exemple 3 jours consécutifs. Quelles sortes de besoins ou d'intentions pédagogiques vont nous amener à faire le choix de ce modèle-là? Bien, un premier exemple ou une première catégorie, c'est si on a besoin d'avoir accès à des ressources dont la disponibilité est réduite. Par exemple, des formateurs experts qui ne peuvent se libérer que pour quelques jours dans la durée de la session, ou si on doit faire des sorties sur le terrain dans des lieux qui sont particuliers, puis pour lesquels on ne peut pas espérer avoir accès aux lieux n'importe quand. Donc, il va falloir se conformer à la disponibilité des lieux. Même chose pour des équipements spécialisés, que ce soit des lieux ou des équipements, il faut se conformer peut-être à une disponibilité. Ça peut être aussi requis quand on veut observer des phénomènes qui sont plutôt saisonniers. Puis là, je mets saisonnier entre guillemets parce que ça peut être des phénomènes qui durent quelques jours ou quelques semaines. Par exemple, si on est dans un domaine des sciences de la nature, puis il y a des phénomènes naturels qu'on ne peut observer qu'à certains moments dans l'année, on va vouloir peut-être concentrer les activités autour de ces moments-là. Mais ça peut être vrai aussi dans les sciences sociales pour des phénomènes plus de nature sociologique ou ethnologique qui peuvent être observés plus particulièrement à certains moments de l'année et où on va vouloir concentrer les activités autour de ça.
Autre catégorie, c'est les apprentissages expérientiels que je qualifierais de moyenne durée. Courte durée, c'est ce qui peut se faire à l'intérieur d'une séance. Longue durée, on pourrait parler de quelque chose qui se déroule sur plusieurs semaines, comme un stage. Mais moyenne durée, c'est des choses qui nous demandent plus qu'une séance, mais où on perdrait à ce que les séances soient séparées dans le temps. Par exemple, si vous faites des ateliers qui sont évolutifs, il y a un certain momentum qui se construit et tout le momentum serait perdu si au bout de 3 heures, on devait attendre une semaine avant de poursuivre. Alors, pour des ateliers comme ça peut valoir la peine de dire on va se faire un 2 jours intensif où on va garder notre momentum jusqu'à ce qu'on ait mené l'activité à terme au complet. Ça peut être la même chose avec les laboratoires. Si on a besoin d'une journée ou de 2 jours pour compléter une expérience, on peut essayer de concentrer les choses pour cette raison-là. Même chose si on veut observer des phénomènes qui se déroulent sur une journée, 2 jours, 3 jours, c'est une autre bonne raison de vouloir concentrer la présence. Ou si dans notre conception d'activité, on veut que les étudiants participent à un événement comme un colloque ou un concours et ils vont avoir à y participer pendant une journée ou 2 jours, des choses comme ça. Je vais vous présenter un exemple de présence intensive et c'est un exemple que moi j'ai vécu dans ma formation. On remonte quand même loin en arrière. Alors, la partie à distance ne se faisait pas tout à fait avec le numérique, mais c'est quelque chose qui existait pour vrai et que j'ai vécu, mais en l'absence de numérique, disons. Alors, c'est un cours qui se déroule sur 15 semaines et la première semaine se déroule à distance en mode asynchrone. Il y a une présentation du cours et quelques activités préparatoires qui représentent en tout à peu près 3 heures de travail, mais à répartir sur 2 semaines au moment qui convienne le mieux aux étudiantes et aux étudiants. Après ça, on va avoir un atelier de 2 jours qui est équivalent à 4 séances, qui va être notre premier moment de présence intensive. Et là, on a un cycle qui commence, un cycle avec un atelier de 2 jours suivi d'une période de 3 semaines où les étudiants vont avoir à faire certaines interventions dans les forums et à remplir un journal de bord. Il va y avoir à peu près 2 heures de travail à répartir sur cette période-là de 3 semaines. Donc ça, c'est notre cycle qu'on répète une deuxième fois avec un autre atelier de 2 jours qui vaut 4 séances et une autre période de 3 semaines où on a à peu près 2 heures de travail à répartir pour le forum, pour le journal de bord. On refait notre troisième atelier et la troisième période de participation au forum et au journal de bord pour finalement conclure le cours avec la remise d'un travail individuel qui se fait complètement en mode asynchrone, où on n'a pas besoin de se présenter en classe. Je suis maintenant rendu à vous parler de la rotation de sous-groupe. Alors, qu'est-ce que c'est? On va essayer de rendre ça clair dès la description, mais ça risque de devenir plus clair quand je vais vous présenter les exemples. Alors, à la description, ce qu'on veut faire, c'est que si on a un grand groupe, alors imaginons qu'on a un groupe de 60 étudiants, disons que c'est un grand groupe, c'est toujours relatif parce que c'est grand pour l'un, mais ce n'est pas grand pour l'autre. Pour l'exemple, on va dire que 60, c'est un grand groupe. Et on va vouloir le séparer en 2 sous-groupes ou plus. Donc, soit 2 sous-groupes de 30 personnes ou 3 sous-groupes de 20 personnes. Et on va rencontrer chacun des sous-groupes en présence, en alternance. Et pendant qu'on rencontre un des sous-groupes, les autres sous-groupes vont faire des activités qui sont asynchrones pour compléter les séances en présence. À quel type de besoin ou d'intention ça répond un design d'hybridation, un modèle d'hybridation comme celui-là? Bien, c'est si on veut, par exemple, faire des activités qui fonctionnent bien avec les petits groupes, mais que ce qu'on a comme groupe, c'est un grand groupe. Mais on veut quand même pouvoir faire ce genre d'activité-là. Alors, on va scinder le groupe pour les rencontrer en plus petites unités pour faire notre méthode pédagogique qui s'applique mieux aux petits groupes. Ça peut servir aussi s'il y a des équipements spécialisés à utiliser qui sont en nombre limité. Vous avez un groupe de 60, il y a 30 équipements, bien, on fait 2 sous-groupes de 30 et comme ça, tous les étudiants vont avoir accès à l'équipement. Ça peut servir aussi à gérer des places limitées dans les locaux. Vous avez un groupe de 60, il y a 30 places dans le local. Bien, on sépare le groupe en deux pour avoir une rencontre de chaque demi-groupe consécutive. Et c'est aussi une façon d'offrir des modalités variées si vous n'avez pas accès à une salle comodale. Celui-là va devenir plus clair avec l'exemple numéro 3. Alors, je vais tout de suite aller vers l'exemple numéro 1, qui est la rotation de sous-groupe. Donc, sur un cycle de 3 semaines, on va avoir à la semaine 1 un premier sous-groupe qui va faire un atelier en présence, pendant que le deuxième sous-groupe, le sous-groupe B, lui, va faire des apprentissages asynchrones. La semaine suivante, on inverse. Ceux qui ont fait de l'apprentissage asynchrone à la première semaine vont faire le même atelier en présence que le sous-groupe A a fait la semaine précédente, mais là, c'est leur tour de faire l'atelier en présence. Et ceux qui ont fait l'atelier la semaine précédente vont faire maintenant des apprentissages asynchrones, les mêmes qui ont été faits par l'autre sous-groupe à la semaine précédente. Et à la semaine 3, on va réunir tout le monde en classe virtuelle pour aller chercher le groupe au complet
pour une activité peut-être plus traditionnelle d'enseignement magistral interactif, par exemple. Je suis maintenant rendu à l'exemple 2, où cette fois-là, la rotation va se faire à l'intérieur d'une même semaine de cours. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avant la séance, tout le groupe va faire des apprentissages asynchrones, le groupe au complet. À la première moitié de séance, le sous-groupe A va faire son atelier en présence. Ensuite, ils vont quitter la salle de classe et à la deuxième moitié de séance, donc peut-être une période de 75 minutes, le sous-groupe B va faire l'atelier en présence, le même qui a été fait par le sous-groupe A, mais pour ces personnes-là. Et il n'y aura pas de perte de temps d'apprentissage parce que tout le monde va avoir fait la balance du temps en activité asynchrone en préparation avant. J'arrive maintenant à l'exemple 3 où je vous disais que ça peut être une façon de gérer un manque de disponibilité au niveau des locaux ou la possibilité d'offrir un choix de modalité, même si on n'est pas dans une salle ou dans une formule comodale. Alors ici, sur une semaine de cours, avant la séance, tout le monde fait des apprentissages asynchrones. Pendant la première moitié de la séance, on va rencontrer la moitié du groupe en présence pour faire les activités. Ensuite, ces gens-là quittent. Et pour la deuxième moitié de la séance, c'est la même chose qui se passe avec le sous-groupe B, mais plutôt qu'il se présente en présence, on va animer cette séance-là en classe virtuelle seulement pour les gens qui n'ont pas pu se présenter en présence dans la première moitié. Alors, c'est une autre façon d'offrir des choix aux étudiants, même si on n'est pas dans une formule comodale où tous les choix sont offerts en même temps. Là, on va offrir les choix de présence ou de distance à tour de rôle dans un modèle comme celui-là. Je vous dis quelques mots maintenant sur la scénarisation d'un cours hybride. Oui, j'avais un petit délai d'affichage de ma diapo. Donc, on vous propose une démarche de conception qui est relativement simple, mais on l'a fait un peu en survol pour les besoins du webinaire. Donc, d'abord, on commence par la définition des cibles d'apprentissage. Le plus souvent dans les cours, ça va être des objectifs. Objectifs généraux, objectifs spécifiques. C'est important de bien les définir, ces objectifs, parce que c'est vraiment le point de départ de toutes les décisions qui vont suivre. Ensuite de ça, on va faire une présélection des activités d'apprentissage et d'évaluation qui vont permettre soit aux étudiants d'atteindre ces objectifs-là ou qui vont nous permettre de poser un jugement sur jusqu'à quel point les objectifs ont été atteints. Là, on parle de méthode d'évaluation. Donc, on fait une présélection en fonction des objectifs de l'ensemble du cours. Et là, on peut aller consulter. Il y a toutes sortes d'inventaires de formules ou de méthodes pédagogiques. Je vous présente ici une liste qui a été compilée par un monsieur Chamberlain qui n'est pas moi, qui s'appelle Gilles Chamberlain et des collègues. Ils étaient 3 co-auteurs de ce livre-là qui s'appelle 20 formules pédagogiques. Donc, on peut aller s'inspirer dans les inventaires comme ça pour aller voir qu'est-ce qui correspondrait le mieux à mes objectifs. Et une fois qu'on a fait cette présélection, là, on va aller vraiment dans la planification des séances et c'est ce que je vais vous détailler à la prochaine diapo. La planification des séances, là, on va préciser les cibles d'apprentissage de la séance. Quels sont les objectifs spécifiques qui vont être travaillés et à quoi on s'attend comme apprentissage au terme de la séance pour nos étudiantes et nos étudiants, pour cette séance seulement. Et là, on va aller dans notre présélection de méthodes pédagogiques, de méthodes d'évaluation. Puis là, on va aller choisir celles qui vont s'appliquer à la séance. Et c'est l'occasion aussi de revisiter notre présélection, puis peut-être d'aller chercher des nouvelles méthodes qu'on n'avait pas considérées dans notre présélection initiale. Et une fois qu'on va avoir fait ces choix-là, là, on va faire le choix de la modalité de la séance en fonction des méthodes qu'on a retenues et du contexte. Et c'est ce que je vous détaille à la prochaine diapo avec une espèce d'arbre de décision. Donc, le choix des modalités des séances, on part en fonction des cibles, donc les objectifs et des méthodes retenues. On choisit, est-ce que c'est en présence ou à distance que ça va se passer? Parfois, les deux sont possibles. Parfois, on va vraiment privilégier une modalité plutôt que l'autre. Si c'est en présence, est-ce que c'est exclusivement en présence, donc présence obligatoire, ou si on veut offrir la possibilité aussi de pouvoir participer en direct en classe virtuelle? À ce moment-là, ça nous prendrait une salle comodale. Et comme les salles comodales sont rares à ce moment-ci, il n'est pas certain que vous allez y avoir accès, mais en théorie, c'est une possibilité. Et si vous avez la chance d'y avoir accès, c'est une possibilité que vous pourriez appliquer. Et si c'est en classe virtuelle, vous avez un dernier élément de choix, c'est est-ce que vous allez enregistrer la séance ou non? Et si on combine une activité en présence avec possibilité de participer en classe virtuelle avec enregistrement, on est dans le même choix de modalité que dans la formule comodale, mais pour une seule séance, par contre, cette fois-ci. Alors ça, c'est l'arbre de décision pour le côté présence. Maintenant, allons voir pour le côté distance. Là aussi, on a des choix. À distance, est-ce qu'on va faire ça synchrone ou asynchrone si on a choisi de le faire à distance? Et si c'est synchrone en classe virtuelle, encore là, on a le choix. Est-ce que ça va être enregistré ou non? Et là, juste pour ajouter une petite
twist, là, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué. Vous avez aussi la possibilité de combiner, de dire pour cette séance-là, il va y avoir une partie en présence, par exemple 2 heures en présence, et une partie à distance, 1 heure, qui serait asynchrone. Là, il faut être prudent avec ça parce que si les étudiants se déplacent sur le campus, il faut qu'ils aient le sentiment que ça valait la peine. Alors, les faire déplacer pour 45 minutes, pas sûr que ça vaille la peine. Donc, il faudrait au moins là, avoir une durée là, qui en vaut la peine. Et même chose pour la classe virtuelle. Si on pourrait combiner un 2 heures synchrone puis 1 heure en asynchrone pour une même séance. Donc, pour une semaine, il y aurait et du synchrone et de l'asynchrone, mais ce serait complètement à distance. Et ça, je l'ai évoqué un petit peu. La question qu'il faut se poser quand on choisit de faire déplacer les étudiants, c'est est-ce que ça vaut le déplacement? Parce qu'eux vont se la poser la question. On ne va pas se retrouver avec des étudiants qui se plaignent de dire on aurait pu faire ça en ligne, pourquoi on nous a fait déplacer pour une activité comme celle-là? Donc, il faut vraiment que pour eux aussi, il y ait une valeur ajoutée à se déplacer en présence. J'arrive à la fin de mon temps et fort heureusement, c'est aussi le moment de la conclusion. Alors, je vous avais dit que je voulais revenir sur l'importance de communiquer clairement l'horaire parce qu'il n'y a pas de régularité nécessairement d'une semaine à l'autre dans la formule présentielle hybride. Je vois ici un cours où je vais faire apparaître séparément les parties en présence et à distance. Donc là, en classe, on a 6 séances en classe qui sont réparties dans la session, mais pas de façon régulière. À ça va s'ajouter, pour compléter, des séances en classe virtuelle synchrone. Là aussi, on en a 6. Alors, on est rendu à 12 séances et il nous reste à combler ça avec 3 séances en mode asynchrone pour avoir un exemple de cours hybride complet qui utilise toutes les modalités, mais une seule à chaque semaine. Alors, comme on se promène entre les modalités, on veut vraiment être sûr de ne pas échapper à aucun étudiant ou étudiante à une semaine donnée parce qu'il n'avait pas bien compris, il a voulu se présenter en classe, puis il n'y a rien qui se passait en classe, ou pensait que c'était asynchrone, c'est pas branché à temps pour la séance synchrone, et ainsi de suite. Alors, ça va être très, très, très important pour chaque séance de communiquer très clairement et le plus tôt possible, idéalement dans les mises à l'horaire si c'est possible. Est-ce qu'il y a une participation en direct qui est obligatoire? Et si oui, est-ce que c'est en présence physique que c'est obligatoire? Et là, quel local, à quel moment? Ou est-ce que c'est seulement en ligne, mais à heure fixe? Et là, comment? Avec quel logiciel de classe virtuelle? Où sont les liens et quand? Ou si vous voulez donner le choix, si vous avez par exemple accès à une salle comodale, de dire vous avez le choix d'être en présence physique ou en ligne à heure fixe, mais c'est un ou l'autre, mais ça prend un des deux. Et là, vous devez donner l'information de où pour la présence physique et comment et quand pour la classe virtuelle, le comment et quand pour les deux. Il faut communiquer aussi. Est-ce qu'il y a une participation en direct qui est possible, mais qui est optionnelle, par exemple, si la séance est enregistrée, parce que ça permet aux étudiants de savoir quels sont les choix qui s'offrent à eux. Et finalement, s'il n'y a aucune activité en direct. Je vous remercie de votre attention. Je serai maintenant prêt à prendre des questions. Merci beaucoup, Éric. Ta présentation était vraiment très intéressante. On a eu quelques questions, plusieurs questions qui sont arrivées dans le module. D'ailleurs, vous pouvez continuer à en poser là, pour les prochaines minutes. Et j'invite maintenant mon collègue Claude qui va orchestrer cette période de questions. Alors, bonjour tout le monde. On a certainement... Oui, on a au moins 3-4 questions auxquelles tu peux répondre, Éric. La première, c'est sur l'alternance. Est-ce qu'il serait aussi possible de faire, c'était posé en début de rencontre, est-ce qu'il serait aussi possible de faire certaines semaines 1 heure en classe et 2 heures à distance, une autre semaine 2 heures en présentiel et 1 heure à distance? Oui, c'est possible. Vous avez la liberté de tout faire, mais là, vous allez avoir quand même à relever 2 défis si vous le faites comme ça. Le premier défi, c'est la clarté de la communication, s'assurer que ce soit clair. Si votre séance n'est pas complètement dans une modalité, qu'elle est répartie entre 2 modalités, c'est le genre de choses qui peut venir mélanger à la longue. Alors, il va falloir vraiment que vous soyez clair et que puis en fait, là, ça me permet de glisser vers le deuxième défi. C'est de s'assurer que ça vaille la peine de faire cette séparation-là. Parce que si c'est un peu mélangeant pour les étudiants et qu'ils doivent être super attentifs pour être certains de rien échapper d'une semaine à l'autre, il faut qu'ils aient le sentiment que ça vaut la peine que vous ayez fait un design qui ajoute un peu cette complexité-là dans la gestion d'horaire. Alors, puis dans l'exemple, si vous les faites déplacer pour seulement 1 heure sur le campus et ensuite 2 heures en ligne, on peut peut-être se demander, est-ce que ça valait vraiment la peine de me faire déplacer seulement pour 1 heure? Alors, si vous les faites déplacer pour 2 heures, là, déjà, je pense que ça vaut peut-être plus la peine. Mais encore là, ça dépend de la nature des activités, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est le genre d'éléments auxquels je vous inviterai à réfléchir avec ce genre de design.
Très bien, merci. Deux questions qui étaient reliées. En fait, c'est sur le taux de réussite dont tu as parlé au début en comparaison avec la formation en classe. Alors, j'aimerais qu'on me donne des précisions sur les taux de réussite. Sont-ils meilleurs que pour les cours entièrement en classe? Et la deuxième volet, je te dis tout de suite, comment expliquer que le taux de réussite est meilleur que pour la formation hybride par rapport à la formation en présence? Euh, En fait, ce n'est pas d'énormes pourcentages. Là, on parle de quelques points de pourcentage où il y a moins d'échecs, mais si vous le mettez à l'échelle d'un cours ou à l'échelle institutionnelle ou à l'échelle d'un programme, ça finit par faire une différence. Pour un étudiant en particulier, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être facile à observer, mais c'est plus des choses qu'on va observer, disons, à une échelle populationnelle, là, en termes de population étudiante. Donc, c'est quelques points de pourcentage dont il est question, mais ça vaut vraiment la peine. Maintenant, au niveau des raisons, quel lien on peut faire entre la formule et le taux de réussite ou une baisse du taux d'échec, là, c'est des vases communicants. Je pense que c'est le fait d'avoir offert de la flexibilité aux étudiants. Ça leur donne un peu de marge de manœuvre pour gérer leurs activités d'apprentissage. C'est probablement aussi le fait d'avoir choisi la meilleure modalité pour la meilleure activité au meilleur moment qui contribue là, tous ensemble à de meilleurs taux de réussite. Cela étant dit, je sais que Claude aussi, tu connais très bien le sujet. Alors, si tu as quelque chose à ajouter, sens-toi bien à l'aise. Non, je n'ajouterai pas grand-chose, Eric. Effectivement, tu as raison. Ce sont c'est délicat. La différence entre les deux modes de formation est assez délicat dans les méta-analyses. Il y a eu plusieurs méta-analyses. C'est à peu près toujours le même résultat. C'est un petit peu meilleur, mais pas beaucoup. La troisième question, c'est sur le modèle de rotation. Est-ce que le premier modèle de rotation n'implique pas qu'il n'y ait pas de séquence dans la matière? C'est-à-dire que les contenus sont indépendants d'une séance à l'autre? Ça peut vouloir dire ça, mais il ne faut pas voir le modèle de rotation comme se déroulant nécessairement sur toute la session. Il faut que ça puisse bien fonctionner pour un certain nombre, appelons ça un module, là, disons un module qui se déroule sur 3 semaines, puis qui est comme une espèce d'unité autonome, si on veut, dans le reste de la session. Là, ça peut bien fonctionner. Mais effectivement, il ne faut pas que les apprentissages qui sont faits en mode asynchrone et ceux qui sont faits en mode en présence euh, repose sur une séquence qu'il faut faire l'un avant l'autre pour que ça fonctionne, ce modèle-là. Vous avez raison. Des questions sur l'horaire. Alors, comment bien communiquer l'horaire? Pouvez-vous nous donner des exemples à partir de la page déroulement du cours dans le site de cours? C'est un peu précis, mais… C'est très précis. C'est peut-être des choses qu'on pourra garder pour le fichier de questions et réponses qui sera envoyé plus tard, parce que là, j'en ai pas sous la main à vous montrer rapidement là, qui me permettrait de vous donner une réponse satisfaisante à l'intérieur des limites du temps qu'on a maintenant. Je crois que tu vas être capable de répondre à la suivante, par exemple. Est-ce que le règlement des études exige que l'horaire détaillé soit établi dès le début de la session ou si on peut définir au fur et à mesure, par exemple, à chaque semaine, on indique les modalités synchrone, asynchrone ou en présence? Oh, c'est vraiment important que ce soit déterminé à l'avance parce que les étudiants vont faire leur choix d'inscription, idéalement dès la mise à l'horaire. Les étudiants vont faire leur choix d'inscription en fonction de ça, savoir est-ce que je suis disponible ou non, est-ce que ça va être possible pour moi de me déplacer à ce moment-là ou non. Donc, je ne pourrais pas vous répondre précisément en termes du règlement des études, et c'est peut-être, Claude, tu pourras m'aider là-dessus, mais en termes de l'espèce de contrat social qu'on passe avec les étudiants, si on le détermine à la semaine, c'est vraiment pas une situation idéale, là. Non, je ne sais pas exactement dans le règlement des études comment c'est indiqué, mais effectivement, il faut s'en tenir au mode qui est annoncé. C'est, comme tu dis, c'est pour respect pour les étudiants aussi. Euh, On pourra faire la vérification pour le fichier de questions et réponses qui sera envoyé. Absolument. Question sur la classe inversée. Vous avez parlé de classe inversée avec préparation à distance asynchrone. Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, imaginons que vous voulez faire dans votre classe inversée des activités de résolution de problèmes par équipe. Mais pour être en mesure de résoudre ces problèmes-là, les étudiants vont avoir besoin d'une certaine base de connaissances sur la nature de ces problèmes-là, sur le genre d'explication qu'il peut y avoir, des connaissances qui vont les aider à faire l'analyse du problème puis à en faire la résolution. Alors, les activités préparatoires asynchrones, ça pourrait être des lectures qu'ils ont à faire à l'avance pour se préparer, visionner des capsules vidéo ou des capsules narrées, peut-être écouter des capsules audio, peut-être faire des exercices interactifs ou des petits quiz autocorrigés sur le site de cours. L'idée, c'est de leur faire faire un certain nombre d'activités qui fait que quand ils vont arriver en classe, ils vont être vraiment prêts avec les problèmes que vous allez leur soumettre, toujours dans un exemple où on est en résolution de problèmes, à passer au travail dès maintenant. Puis là, vous allez pouvoir superviser puis jouer un peu plus un rôle de coach
qu'un rôle de transmetteur de connaissances pendant la séance en classe. Merci. Une question maintenant sur l'approche programme. Merci pour la présentation très grande qualité. L'hybridation ne suppose-t-elle pas une approche au niveau programme afin de prendre en compte l'expérience étudiante sur la journée? Oh, vous pourriez, mais je ne pense pas que c'est obligatoire parce que le cours peut être vu comme une unité autoportante qui est hybridée de façon autonome. Mais bien entendu, si vous êtes dans un programme où le programme se vit en approche programme, vous avez des possibilités d'harmonisation qui sont plus intéressantes. Par exemple, d'harmoniser des méthodes pédagogiques qui sont très présentes dans le programme. On peut penser à certains programmes qui ont choisi de miser beaucoup sur l'étude de cas. On pourrait avoir des programmes qui misent beaucoup sur les cours hybrides aussi. Donc, ce n'est pas obligé d'être juste sur des modalités pédagogiques où on fait des choix qui sont un peu transversaux à l'échelle du programme. Ça peut être aussi sur des choix de modalités. Je pense qu'il y avait un élément dans la question aussi de dire, si moi, mon cours est hybride et que je suis en présence à certains moments, mais que ça tient compte des moments où les étudiants sont par ailleurs en présence pour d'autres cours du même programme, ça, c'est une harmonisation qui est peut-être un petit peu plus difficile à faire là, sur le plan logistique et administratif, mais pourquoi pas? Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez aller jusque-là, c'est une amélioration de l'expérience étudiante, tout à fait. Merci. Je pense qu'on a le temps encore pour une couple de questions. Autour du plagiat, est-il possible que moins d'échecs soient surtout liés au fait, moins d'échecs entre guillemets, soient surtout liés au fait que les évaluations en ligne sont souvent entachées par le plagiat? C'est une immense question, le plagiat en soi. Là, on pourrait faire un webinaire et même bien d'autres activités de longue durée sur le plagiat. Je vous dirais, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le plagiat et la nature même des évaluations, le design des évaluations. Ça, c'est un levier sur lequel vous avez de l'influence. Puis je vais vous donner juste un exemple rapide d'une professeure qui avait fait un changement dans ses évaluations. C'est une professeure en nutrition qui demandait à une certaine époque à des étudiants de bâtir un menu pour un athlète qui a tel besoin nutritionnel. Puis elle se rendait compte que, il y avait des gens qui allaient copier des menus qu'ils trouvaient sur Internet. Elle a changé son évaluation pour dire, vous allez m'en trouver des menus sur Internet et vous allez les critiquer, me dire en quoi ils sont bons ou moins bons pour cette situation-là et proposer des ajustements. Alors là, on invite les étudiants à aller voir ailleurs, mais ils doivent exercer leur jugement et ils doivent nous démontrer que s'ils trouvent ça bon tel quel, pourquoi ils trouvent ça bon tel quel, puis qu'est-ce qui changerait et pourquoi ils changeaient. Donc, c'est un exemple de comment on peut changer nos évaluations pour que le plagiat soit pris en considération dans le design même de l'activité d'évaluation. Mais en même temps, ça amène les étudiants à faire un travail qui est probablement beaucoup plus en profondeur et ça les amène à expliciter un peu leur mode de pensée, leur raisonnement, de faire cette explicitation-là pour eux-mêmes, ça les aide à faire des apprentissages plus en profondeur. Et vous, ça vous donne accès aussi à cette réflexion-là à laquelle vous n'auriez peut-être pas eu accès autrement. Donc, on cumule les bénéfices en allant vers des approches d'évaluation qui ressemblent à ça. C'est sûr que si on a des évaluations qui sont plus au niveau de reproduire de l'information, répéter des connaissances qu'on a dû apprendre par cœur, là, ce n'est pas le même genre de stratégie qu'on peut mettre en œuvre, mais oui, il y a possibilité quand même d'aller faire des évaluations qui sont valides, fiables et qui n'invitent pas trop au plagiat pour tout type d'évaluation. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique, mais on a certains leviers sur lesquels on a un petit peu de possibilités d'action. Est-ce que je continue, Madame la maître de cérémonie? Je vais devoir vous couper, malheureusement. D'accord. On a répondu à la grande majorité des questions. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont posé des questions. Puis merci bien sûr à vous deux pour cette belle discussion. Éric, j'en profite pour te remercier vivement. La présentation était très intéressante. Il y a eu plusieurs commentaires à ce sujet et ton design graphique aussi a été fort apprécié. Les gens ont hâte de recevoir les diapositives. Donc, je le confirme pour celles et ceux qui l'ont demandé, vous allez recevoir le diaporama de même que l'enregistrement du webinaire. Alors, c'est ce qui met fin à notre activité. Encore une fois, merci Éric, merci Claude et merci à vous toutes et vous tous qui avez été en grand nombre à cette activité.